On aura évoqué deux sujets en cette partie d'Actu Matin dédiée aux opinions. Et les débatteurs sont déjà là. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour William Tanguy. Cliquant, bonjour. On va commencer Bonjour par un Tanguy. premier sujet. Il s'agit justement, je dois dire, de celui lié aux conditions des aspirants au métier de l'enseignement. La semaine écoulée, le gouvernement a été obligé par le Parlement d'aller se prononcer là-dessus. Et on a désormais de nouvelles conditions, en tout cas faites aux AME. Il ne faut plus compter sur le reversement tel que promis il y a un an, William. Bon, du moins pour le compte de 2023. 23. Parce que il s'annonce que pour le... Bon, ce n'est plus désormais un projet de loi de finances. Il est voté pour la loi des finances de l'an prochain, et 6 2024. Il y a un reversement annoncé de 3 000 de ces aspirants au métier de l'enseignant, en agent contractuel de droit public de l'État. Donc, un reversement tant attendu. Maintenant, la question du nombre d'aspirants à reverser se pose toujours parce qu'il y a les organisations syndicales trouvent qu'il y a environ 30 000 aspirants qui devraient être reversés et qu'il n'y a que 3 000, donc le 10e d'une manière ou d'une autre. Et là encore, c'est une promesse. Et là encore, c'est une promesse parce que, vous savez, la loi des finances de 2021, la loi de règlement n'a été adoptée que le mois écoulé ou les semaines écoulées. Donc, une loi des finances demeure une loi des finances. Ce sont des prévisions en matière de dépenses et de recettes pour l'État à ses charges et à sa décharge également. Ce n'est qu'une prévision. D'une manière ou d'une autre, la volonté politique commence par s'afficher. C'est un pas de plus après ce qu'on a écouté à l'Assemblée nationale qui a laissé ces aspirants sur leur faim, parce qu'aujourd'hui, ils sont un nombre important de ceux qui enseignent à l'école, qui sont enseignants dans nos salles de classe. Donc, moi, je trouve que c'est un pas de fait parce que je l'ai toujours martelé dans mes analyses ici en plateau, c'est un statut d'enseignant. À part, c'est une forme toute particulière d'enseignant ici au Bénin. Et donc, qu'on les reverse en agent contractuel, c'est déjà quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est pour faire un saupoudrage, pour taire le débat sur le reversement qui devrait avoir lieu de la première promotion de 2019, qui devrait avoir lieu depuis la 3e année, c'est-à-dire l'an dernier? Est-ce que c'est pour dire qu'au moins on a déjà commencé par reverser, on a l'initiative de reverser pour surseoir à ce débat, ou est-ce que parce qu'on a reversé le 10e, ou on va reverser, je préfère être dans le futur immédiat, on va reverser le 10e, ensuite on va faire le programme, on va faire les prévisions pour reverser également au fur et à mesure tous ceux qui sont en droit de l'être, pour que la situation de ces agents s'améliore. Parce que être en classe depuis 2019, nous sommes en 2023, donc probablement la 4e année académique qui a commencé récemment, avoir le même statut, être aux mêmes rémunérations, ce n'est pas bien. Et lesquelles que valent ces rémunérations? L'interrogation est là. Franck, Non. il n'y aura pas de reversement cette année. Non, il n'y aura pas de reversement, mais il est annoncé 3 000 AME qui doivent être reversés dans la fonction publique et leur statut sera revu. Mais je pense qu'autour de la question, le gouvernement veut, comme l'a dit William, veut montrer sa bonne foi à aller de l'avant dans ce débat qu'on fait au gouvernement, ce procès qu'on fait au gouvernement quant à la mauvaise gestion de cette catégorie d'enseignants. Je pense que la crainte de ceux qui suivent de près le dossier, les syndicalistes, les partenaires sociaux, réside dans le fait qu'on dit aujourd'hui qu'on veut reverser très bientôt 3 000 AME, aspirants au métier d'enseignant, et le prochain reversement va se dérouler quand? Certains estiment que ça va se faire dans 10 ans, et pendant ce temps, les AME ont eu le temps de s'user, de s'utiliser au profit de l'État, et donc ils n'auront même pas la chance de pouvoir jouir pleinement, de jouir des fruits de leurs efforts. Et certains seront déjà peut-être proches de la retraite, d'autres seront déjà, disons, épuisés par la craie, ainsi de suite. Et donc, la crainte, c'est de savoir à quel rythme on veut faire ce reversement. Parce que si pour certains, on a déjà fait 5 ans
dans le domaine avant qu'aujourd'hui on ne pense à reverser ce nombre infime que représentent les 3 000 annoncés par le pouvoir. Encore que là, c'est une annonce. Certains experts estiment que est-ce qu'on aura véritablement les 3 000? Parce que le gouvernement peut à tout moment dire il faudrait un cadrage avec la loi de finances, il faudrait qu'il y ait une certaine adéquation avec les charges salariales, combien ça va coûter à l'État. Et moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une crainte de recruter suffisamment d'enseignants. Je ne sais pas. Comment une crainte? Oui, sinon, comment sur 30 000, on recrute seulement... Il faut planifier, on ne peut pas reverser quand même 30 000. Non, mais si on savait... parce qu'il y a cette répercussion financière, ce poids que cela pourrait avoir directement sur, je dois dire, les finances publiques. Et quand on n'a pas les moyens, c'est qu'on n'a pas les moyens. Gouverner, c'est prévoir. Oui, c'est prévoir en fonction de ses propres moyens. Lorsqu'on ouvrait cette plateforme-là pour faire enregistrer les aspirants, et on a pu mettre 30 000 dans les salles de classe, on a pu les utiliser, on les déploie dans les salles de classe, il fallait prévoir les reversement parce qu'ils ne vont pas rester éternellement à ce statut-là d'AME qui n'existait même pas dans le vocable du monde de l'enseignement. Ça n'existait pas. Donc, si vous avez créé un nouveau corps pour essayer de régler un problème d'insuffisance de personnel au niveau de l'éducation, il faut également créer le couloir pour essayer d'avancer, de faire avancer les gens en termes quant à leur statut. Donc, moi, je pense qu'on a laissé un côté et on s'est beaucoup plus appesanti sur le règlement de ce problème-là, qu'est le déficit d'enseignants dans les salles de classe. Donc, à côté, il faut voir la carrière, parce que ceux qui sont, bientôt, nous sommes en décembre, si vous allez voir les chiffres, les statistiques, c'est que beaucoup d'enseignants iront à la retraite et il n'y a que ceux qui sont en fonction encore qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Si nous avons 3 000 aujourd'hui, alors que ceux qui vont à la retraite, peut-être, je n'ai pas vérifié les chiffres, dépassent ces 3 000 francs-là, il y a déjà un petit problème qui va jouer sur, disons, les pensions que ceux qui sont à la retraite vont pas. Moi, je pense qu'il faut réfléchir véritablement et prendre des mesures fortes, comme on en a l'habitude quand c'est dans le domaine politique et ailleurs. On prend des mesures vraiment fortes pour régler les problèmes. On en a besoin également dans le domaine de l'éducation. Oui, mais les 3 000 ne seront pas reversés. De dire deux mots sur ce que Franck a dit tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de contredire les chiffres parce que c'est sur place maintenant que je fais la recherche. La Nouvelle Tribune, dans un article de 2019, dit qu'il y a eu en 2019, donc la première année d'exercice des AME, 25 000 aspirants, soit 10 000 au primaire, 15 000, soit 10 000 au primaire, 15 000 au secondaire. Je le rappelle, ce sont des chiffres que je n'ai pas encore contredits, mais comme c'est la Nouvelle Tribune, je les avance en direct comme ça. Écoutez, 6 sur 25 000 qui sont en droit, parce que tous ceux qui sont de la première vague d'exercice des AME de 2019 sont aujourd'hui en droit d'être versés. Je reste seulement en 2019. 6 sur 25 000, on reverse 3 000, faisons le ratio. C'est pas représentatif. Oui, mais c'est en 2019. Ça, c'est en 2019, c'est-à-dire ceux qui sont légitimement les plus en droit d'être reversés. Ceux qui, pour rien au monde, ne doivent continuer d'être encore aspirants. Parce qu'au bout de 3 ans, ils sont censés changer de statut. Aujourd'hui, si ceux-là, sur 25 000, c'est 3 000 qu'on reverse ou qu'on annonce de reverser, représentativement, en matière de représentativité, arithmétiquement, il y a problème en fait. Et c'est là que moi je pense que si 2024, c'est l'année où on ouvre le bal, après tout ce que nous avons dit sur ce plateau, après toutes les dénonciations des AME eux-mêmes, les organisations syndicales qui s'en sont mêlées, je pense que les années d'après, la vitesse doit aller un peu plus haut. C'est-à-dire, il faut que la totalité du reste, en fait, d'une manière ou d'une autre, puisse être reversée pour que ce soit justice rendue à ces hommes et Est-ce que ce ne serait pas un massacre que de reverser tout le monde comme ça, quand on sait que on n'est pas toujours sûr du niveau de ceux qui sont dans les salles de classe, ils n'ont pas subi de formation en tant que tel, etc. Est-ce que ce ne serait pas vraiment un danger? Là, le gouvernement se prendrait à son propre piège. Oui, parce qu'il il a trouvé que ces vacataires de 10 ans, 5 ans d'expérience n'étaient pas assez outillés
pour venir dans les salles de classe en tant qu'agent de l'État, directement à un certain statut. C'est pour cela qu'on a créé, c'est une des raisons qui a motivé La création de l'Aspirana. la création de l'Aspirana. Maintenant, qui ont motivé la création de l'Aspirana. Maintenant, quand on crée l'Aspirana de cette façon et qu'ils ne sont jamais formés, demandez-leur. Vous avez, comme moi, des amis aspirants, demandez-leur combien de fois ils ont été recyclés, été formés pédagogiquement sur les matières, les disciplines qu'ils enseignent. Ils vous diront que c'est rien à signaler. Quand c'est comme ça, la faute n'est plus aux aspirants. La faute est à l'État qui, si vous recrutez des gens sur 4 ans, même si c'était des agents réguliers de l'État, qu'ils soient des agents contractuels ou des agents, des fonctionnaires d'État, comme on les appelle désormais. Attention, si pendant 4 ans, vous ne leur donnez aucune formation, aucun recyclage, et que après, vous voulez justifier un non-revêtement de cette façon, moi je ne dis pas qu'un État a les moyens de reverser 25 000 agents qui ont un bac plus 5, un bac plus 4. C'est beaucoup. Mais une moitié, un 40% de l'effectif serait plus représentatif que 3 000 sur 25 000. 25 000, je mets toujours mes griffes sur ce chiffre. C'est pour cela, je pense que c'est un début, un commencement de début, permettez le pléonasme, et je pense qu'il faut aller à une vitesse plus grande les années à venir. Oui, Franck, je parlais de ce reversement qui pourrait s'avérer catastrophique. Si on reverse tout le monde 30 000 quand même, directement comme ça va être bizarre ça, non? Oui, ça va être très bizarre, je l'avoue, parce que même au niveau de votre petit ménage, hein, quand vous voulez augmenter par exemple le petit déjeuner, on va de façon graduelle. Vous allez de façon graduelle. Si vous achetez, vous augmentez 10 francs aujourd'hui, c'est peut-être après 6 mois que vous augmentez un peu, ou en fonction des performances de l'enfant à l'école pour l'encourager ici. Donc, je pense qu'on ne peut pas espérer, sous aucun ciel au monde, on ne peut pas espérer qu'on reverse tous les 25 000 ou tous les 30 000 aspirants que nous avons aujourd'hui. C'est vrai, c'est ce qu'on aurait souhaité. Mais connaissant un peu les charges, lorsque vous allez reverser ceux-là, ils vont passer d'un statut à un autre. Cela a des répercussions financières forcément. Je pense qu'on serait soulagé si, par exemple, on reversait au moins la moitié à l'heure où nous parlons. Au moins la moitié. Parce que c'est des gens qui ont déjà commencé par travailler. Le nombre grossit de jour en jour. Si vous allez même dans la base de données, il y a peut-être des gens qui sont en attente, qui veulent avoir ce statut d'aspirant, espérant ah oui, chacun à son niveau de palier. Hein? Espérant changer au bout de 2, 3 ans, 5 ans. Mais ça n'est pas le cas. Je pense qu'il faut réfléchir réellement. Mais au-delà de tout, moi, je pense que si on gère bien la question de l'aspirana au Bénin, nous allons régler plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'on suit bien la carrière de ces jeunes-là qui ont voulu servir leur nation. Beaucoup n'ont pas voulu venir. Ceux qui sont venus, c'est des gens encouragés. Si on gère bien, je pense que le problème de manque d'enseignants et tout, on va régler ça progressivement. Et je pense que, j'ai souvent dit ça à mes amis AME, je dis, l'avenir de l'éducation leur appartient. Parce que c'est eux demain qui vont prendre la relève de ceux qui partent aujourd'hui à la retraite. Vous voyez, le personnel enseignant, beaucoup sont vieillissants, il y en a qui partent déjà à la retraite, j'en connais qui dans 2 ou 3 ans vont partir et qui constituent même des monuments. Ceux-là doivent être formés. L'autre question qui me préoccupe au niveau des AME, c'est la question de la formation. Parce que c'est des gens qui entrent d'abord et ont fait la formation sur le tas. Ce ne sont pas comme ceux qui ont fait les ENI, ceux qui ont fait les écoles normales et qui sont venus, Mais bon nombre parmi eux viennent des écoles normales, bon nombre parmi eux ont des diplômes professionnels. Des expériences de plusieurs années aussi. Oui, ils ont fait le système de vacations. Hein. Oui, il y en a également qui ont quitté directement les universités et qui ont échoué dans ce marigot-là. Je pense qu'il faut régler ça, régler le suivi de leur carrière et nous dire, ça ne doit pas être au pifomètre, ça doit être une question planifiée. On ne va pas dire cette année, nous recrutons 3 000, l'année prochaine, on n'est pas sûr de recruter 1 500. Non, on doit nous faire un programme précis. Et même lorsque d'autres gouvernements vont venir, un autre régime va s'installer, peut-être, ils vont pouvoir suivre ce canevas-là pour le bien de ces enseignants, de ces citoyens. Il y a une précision qui énerve les aspirants. C'est que les 3 000 qui seront reversés, si vraiment cela arrivait,
devrait provenir d'un test qu'on aura fait subir à ces 30 000. Pourquoi est-ce que ça doit les énerver? Il faut bien prouver son niveau pour aller dans les salles de classe, non, William? Est-ce que c'est ce sur quoi ils s'étaient entendus avec les revendications syndicales au lendemain de cette... Ils ne pensent pas qu'ils vont se réveiller un matin et devenir agent contracteur de l'État comme ça, non? Non, vous savez, d'abord, un État qui a fait un examen diagnostique à des gens qui ont enseigné la même matière pendant 20 ans, je ne serais pas étonné que cet État demande à des gens qui ont 5-10 ans d'expérience de passer un concours. Ce serait inédit, certes, mais pas pour nous, Béninois. Un test, dit-on. Bon, je ne sais pas à quoi cela rime pour des gens qui sont déjà en situation de classe, parce qu'ils ont, rappelons-le, ils ont été soumis à un examen ou un concours, si vous le voulez, pour atterrir dans la base de données des aspirants. Ils ont des diplômes professionnels pour la plupart, ou des diplômes académiques avec à la clé beaucoup d'années d'expérience, soit dans le privé ou dans l'ancien système de vacation dans les établissements publics. Soumettre cela encore à des tests, bon, je ne sais pas à quoi cela rime, mais pour moi, ce qu'il est utile de faire, pour ceux qui ont des diplômes professionnels comme pour les autres, c'est la formation continue, c'est le recyclage, c'est l'adaptation. Enseigner à l'ère d'Internet, enseigner le pôle Nord, le pôle Sud, à l'ère de National Geographic sur les bouquets que vous connaissez à l'ère d'Internet, c'est pas comme les milieux tempérés comme vous avez enseigné il y a quelques années. Enseigner à des enfants de génération manga, à des enfants de génération 2.0, c'est pas enseigner, c'est pas être l'enseignant de l'époque où seul détenteur du savoir qu'il est, il inculquait, c'est le mot qu'ils employaient, c'est le verbe, ils inculquaient le savoir. Aujourd'hui, ils déversaient tout. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas forcément. Aujourd'hui, à l'aide de l'intelligence artificielle, j'ai vu des gens exploiter des logiciels, des applications, je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, des sites d'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes mathématiques de niveau terminal. Pour rédiger même des tests, des documents littéraires, oui. À cette époque-là, enseigner n'a pas les mêmes défis, selon moi, qu'à une certaine époque. Et à l'ère où on ne lit pas, à l'ère où les apprenants n'ont plus le goût à la lecture, et la culture générale est aux deux poids deux mesures. On sent que dans une certaine classe sociale, les enfants ont un certain niveau, mais que dans à une autre échelle de la société, ce n'est pas... Pour moi, c'est là que se trouve le véritable défi avec les AME et non pas des épreuves encore de PCT ou de mathématiques à des enseignants qui sont dans ce jeu depuis des années. Moi, j'ai un avis contraire. Hein. Ah oui? Oui, parce que dans leur rang, il faut pas se voiler la face. Autant il y a de très bons, des enseignants, un personnel de bonne facture, mais autant il y en a qui ont des déficits. Et c'est pourquoi moi je dis qu'il faut mettre la censure. Et je vois un peu la stratégie du gouvernement, c'est pour pallier tout cela, qu'on organise des évaluations, on fait ci, on fait ça. Mais c'est la forme dans laquelle on le fait, la manière dont on le fait qui n'est pas parfois appréciée. On les prend un peu comme des élèves et on les entend. Vous allez en composition, vous êtes des élèves? Non, c'est vrai, mais il reste des enseignants. Pour évaluer quelqu'un, savoir comment cela, ce qu'il vaut en termes de connaissances, ce qu'il a de la tête, pour cette catégorie de citoyens-là, moi je pense qu'il faut procéder autrement. Il faut procéder, il faut les suivre, il faut faire des formations, franchement, qui ont un contenu qui doit leur permettre de pouvoir évoluer en termes de pédagogie, en termes de ce qu'ils rendent devant les élèves ou les écoliers. Donc, si ce n'est pas fait comme ça, et on les entend, on dit, bon, sur PCT, si le gars lit bien les épreuves qui ont été proposées à d'autres évaluations, et là, il obtient la moyenne qu'il faut, cela ne voudra pas dire qu'il a la pédagogie forcément, qu'il a la façon d'aborder les sujets pour les faire comprendre par oui, mais pour être pédagogue, il faut avoir déjà la connaissance. Vous ne transmettez pas... Non, c'est pourquoi lorsque vous allez dans les écoles normales, dans les écoles normales, c'est tout cela qu'on leur apprend. On leur apprend même le développement personnel. Mais ici, on vous retrouve comme un concours, et vous composez. Vous avez, William sait que, disons, je ne sais pas, en lecture ou en mathématiques, il y a toujours un exercice qui vient, il reste là toute la nuit, il passe tout son temps, il lit bien l'exercice et il vient rendre. Et on dit, bon, oui, lui il a eu la bonne note, on le met à part ceux qui n'ont pas eu la bonne note. Vous voyez un peu, donc, ça doit être un ensemble, à mon avis.
Mais moi, j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas encore le bon bout pour gérer la question du manque de personnel enseignant dans les établissements. Quand on voit un peu le micmac, les allers-retours, les changements de décision, les promesses qui s'enchaînent sans jamais être tenues, etc., j'ai l'impression que la question de l'éducation, c'est le dernier souci vraiment de nos gouvernants de tout le temps, quoi. Le mal est à la racine. Déjà, le fait de penser le système des AME, pour moi, profane, prosélyte que je suis, est très loin du débat que je fais, c'est-à-dire loin du milieu éducatif d'une manière ou d'une autre, observateur de loin, loin du milieu décisionnel du pouvoir. J'ai comme l'impression qu'on a mal pensé le système d'Aspirana. Comment ça? Pour pallier ce grand déficit qu'on a observé à un moment donné en classe. La façon dont on a trouvé l'Aspirana, pour moi, c'était déjà mal pensé. Et quand vous dites qu'il y a un peu de méli-mélo, je le comprends. Quand on ferme des écoles normales, on reproche tout à tout. On reproche absolument tout à la gestion et à la qualité de ce qui se faisait dans ces écoles normales à Dogbo, un peu partout. Mais quand on a plus... Sur le terrain, je n'ai pas des chiffres, mais moi, de loin, j'ai comme l'impression qu'on a plus de diplômes académiques dans le milieu des enseignants que de diplômes professionnels. Ouais. Quand c'est comme ça, et que même ceux qui viennent déjà des écoles normales et avaient encore quelques lacunes, il y avait encore des questions problématiques à leur niveau, on ne ferme pas des écoles normales. Mais on ne peut pas continuer à laisser les écoles ouvertes quand on sait l'environnement dans lequel elles évoluent, quand on sait comment est-ce qu'elles forment les gens, quand on sait comment est-ce que les gens ont leur diplôme là-bas. Vous n'aviez pas oublié un peu tout ce qui a marqué, je dois dire, cette actualité où, ma foi, vous voyez des gens détenteurs de diplômes, vous ne savez pas comment est-ce qu'ils les ont obtenus, etc. Alors qu'ils sont appelés à aller transmettre le savoir. Non, je fais la démarcation entre les lobbies des privés, des écoles normales privées qui ont même fait partie un ministre de la République, du gouvernement, et les écoles normales publiques. Je fais une grande démarcation, ce n'est pas le même sujet. Si je m'en tiens à ce que vous dites, il y a beaucoup de pertinence là-dedans, mais Hugo est clair, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Quel que soit le type d'école, quelles que soient les carences de l'école. La belle preuve de notre système éducatif aujourd'hui, on a tout à lui reprocher, mais il vaut mieux qu'on ait ces faits valoir là que de ne rien avoir, en fait. Et pour moi, quand je parlais de politique publique en matière de l'éducation, on a pris moins de temps à s'asseoir et à trouver la vraie thérapie pour l'école béninoise en matière d'enseignement. Oh, mais on a fait des états généraux dans ce pays. Oui, mais même dans la presse, on a fait des états généraux. Pour tout, on a fait des états généraux. Pour l'éducation, les états généraux ont amené à des lois d'orientation. Combien d'articles dans ces lois nous appliquons? Posons-nous les bonnes questions. Pour les enseignants, quelque part, on y est allé un peu vite. L'urgence en salle de classe nous a amenés dans une hardiesse qui ne nous a pas arrangé. Et toutes les fois, on a voulu, soit au rétropédalage, ou on a voulu s'adapter au fil du temps. Pour moi, il faut parfois oublier un peu les aspirants. 1-2 ans, s'asseoir et penser vraiment avec les acteurs. Il y a un Conseil national d'éducation, on a beaucoup d'organismes, on a des agences aujourd'hui qui s'occupent des infrastructures dans l'éducation et dans ce pays, on a l'expertise et les connaissances qu'il faut, on a l'expérience qu'il faut en matière d'enseignement à tous les ordres. Aujourd'hui, notre université, notre première université nationale a bouclé 50 ans. On a tout aujourd'hui, selon moi, pour penser notre éducation sur le long terme. Franck? William a coutume d'évoquer Hugo qui a dit ouvrez les écoles, vous fermerez des prisons. Mais, il faut remonter. Vous savez en quelle année il a dit? Il faut parfois... Ça quel lien avec Non, la pertinence de l'idée? Il faut parfois contextualiser ces pensées-là. Parce que aujourd'hui, est-ce que vous savez que c'est de nos écoles que sortent les plus cancres de la République? Non, forcément. Les jeunes, non, je vais vous dire. Je ne le partage pas. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour assainir un peu le secteur. Mais les jeunes gaïmans que vous voyez qu'on ramasse là, c'est également dans nos écoles. Oui, mais c'est pas à l'école qu'ils ont appris. Non, lorsque l'école, Mm. vous savez, moi je connais des écoles, même catholiques, où les comportements qui sont promus par les écoliers, je ne parle pas des responsables, les comportements qui sont en vogue dans le rang de ces écoliers, mais ça laisse à désirer. Lorsque vous voyez les responsables même debout, les enseignements qu'ils donnent, les recommandations qu'ils font et eux-mêmes leur façon de faire, ça n'a rien à voir avec les apprenants. C'est pour vous dire que dans les écoles, tout ne se déroule pas comme on le veut. Oui, mais c'est mieux que la rue. C'est mieux que la rue. Il y en a qui créent des écoles,
mais qui ne suivent rien du tout. Aucune norme n'est suivie à ce niveau-là. C'est pour dire que même au niveau des ENI privés que nous avons, il y en a qui sortent de ces ENI-là, mais quand ils vous écrivent 2 phrases au tableau, vous récoltez catastrophe. plus d'une dizaine de fautes. Donc, le mal est vraiment profond, comme vous l'avez dit. Seulement, il faut savoir à quel niveau attaquer ce mal-là pour résoudre le problème. Aujourd'hui, moi, je pense que la meilleure façon, c'est d'avoir des écoles. Parce que nous avons encore des enseignants qui vont à la retraite, encore en forme, des gens qui ont consacré leur vie à ne faire que l'enseignement et qui ont la pédagogie, qui ont la manière de faire, de transmettre le savoir. Ceux-là, on les met à la retraite, alors qu'on pouvait écrire, on ne les met pas à la retraite. La loi les oblige à la retraite. C'est vrai, ils vont la loi est la loi. Et puis quand on a établi les règles au départ, c'est tout naturel qu'ils iront à la retraite. C'est pour vous dire, ceux-là même, on peut les subventionner, on peut leur venir en aide pour qu'ils créent des écoles privées. On a des jeunes qui rêvent de devenir enseignants, qui ont donné toute leur vie. Ils ont passé le clair de leur jeunesse dans les écoles normales. On ne peut pas laisser les retraités dans les salles de classe. Ce que je dis, c'est d'essayer de mettre la nouvelle code à l'ancienne pour pouvoir mieux préparer nos jeuns. Comment est-ce qu'on en sort finalement? J'ai l'impression que c'est comme un serpent de mer insaisissable. C'est comme un serpent qui se mord la queue. On tourne en rond. On n'a jamais de solution. Heureusement ou malheureusement, en tout cas, on ne peut plus aller en grève comme par le passé, mais la présence physique non plus des enseignants dans ces conditions ne garantit pas vraiment qu'ils donnent le vrai savoir et le bon savoir. Comment est-ce qu'on en sort pour régler vraiment la question de l'école, surtout de manque de salles de classe, de manque d'enseignants et tout ce qui va avec? On a l'impression que l'école, c'est le dernier souci de tous les gouvernements. Non, vous savez, il faut faire de l'éducation une priorité. Les lois de la Mais République c'est une priorité, la Constitution le dit. Oui, même les lois sur l'orientation de l'éducation le disent. Mais vous savez, dans la pratique, parfois c'est compliqué. Ce système d'Aspirana, par exemple, pour moi, c'est mon analyse propre, pour moi, c'était une manière pour le gouvernement de contourner les grosses dépenses qu'engendrait un recrutement direct d'enseignants, de ce nombre d'enseignants en salle de classe. Pas que ça, parce qu'il y avait aussi un problème du profil des enseignants dans les salles de classe, de leur qualité, etc. Et donc, le filtre de l'inscription sur une plateforme permettait quand même au gouvernement, ou en tout cas aux acteurs qui gèrent, d'avoir une idée de qui sont ceux qu'on veut envoyer dans les salles de classe. Justement, avec un contrat d'abord, avec la MPE et tout ce qu'il y a avec. Mais quand on a fini de faire ça et qu'on est confronté à ces problèmes quotidiens, moi je pense qu'on peut prendre un peu de recul et pourquoi pas, je ne sais pas si ce sont d'autres états généraux qu'il faut organiser, mais penser autrement les politiques publiques. Le CNE fait beaucoup d'efforts. Moi, il m'arrive de lire quelques comptes rendus de leurs différentes initiatives et quand on voit les profils de ceux qui y sont également, on sait que l'école béninoise est dans de bonnes mains d'une manière ou d'une autre. Mais c'est insuffisant dans la réalité de notre quotidien aujourd'hui. Et ce que nous oublions beaucoup, c'est que malgré les AME, malgré le nombre insistant, malgré toutes ces réformes, il y a encore un gap à l'école. Ouais. La question sécuritaire s'ajoute à ces contingences-là qui éprouvent encore l'école béninoise, notamment dans la partie septentrionale. Les catastrophes naturelles font partie encore des choses qui éprouvent encore l'école béninoise. On est très loin de la réalité du 80%, je dis n'importe quoi, du 80% de réalisation du droit à l'éducation des enfants béninois. On est très très loin de la réalité. Et quand c'est comme ça, pour moi, la solution, elle est holistique. Elle est vraiment réflexive d'abord et elle passe ensuite. On a suffisamment réfléchi. Non, j'ai parlé on n'a pas suffisamment réfléchi. Oui. Oui, quand vous voyez les AME et la façon dont c'est fait, on n'a pas suffisamment réfléchi parfois sur certaines questions. L'urgence a pris parfois le pas sur des actions du long terme. Et moi, je pense que c'est là-bas qu'on doit retourner. On retourne à la case départ de la programmation, de la prospective. On est en train de faire les études préliminaires pour écrire notre politique publique, notre programme de perspective sur 2060, mettons peut-être l'école, la santé au cœur. Ça y est.
Les priorités se multiplient quand on commence. Et du coup, on n'a pas toujours les moyens de répondre à toutes les priorités. Alors, est-ce qu'on attend d'abord d'équiper les hôpitaux? On attend d'abord de finir de recruter les enseignants avant de penser, par exemple, à équiper les hôpitaux? Comment est-ce qu'on fait? Surtout que, ma foi, ce sont les citoyens de demain que nous construisons dans ces écoles, Franck. Vous savez, nous sommes dans un monde en pleine mutation. Hier, on parlait peut-être de éducation, on parlait de santé, mais aujourd'hui, il y a également le défi sécuritaire. Vous allez dans certaines parties, peut-être du Bénin, il y a des enfants qui ont peur, les parents qui ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Dans ces zones-là, vous avez beau avoir les enseignants les plus talentueux, mais ils n'iront pas dans les salles de classe pour dispenser une seule leçon aux apprenants. Moi, je pense qu'il y avait une urgence. L'urgence, c'était que nos salles de classe n'étaient pas pourvues d'enseignants. Et un gouvernement qui est face à une telle situation devrait trouver une solution pour régler le problème. Et je pense que c'est dans la recherche de solutions qu'on a créé le programme de l'Aspirana. Sauf que, à mon avis, il a manqué un peu de, disons, un peu de réflexion pour mieux mûrir cette idée-là. Sinon, l'idée en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Ça permet d'avoir une base de données, des gens à qui il faut faire appel dans l'urgence pour essayer de faire fonctionner les groupes pédagogiques, les salles de classe. Parce que dans certaines écoles, on avait un groupe pédagogique de 5 classes par exemple, où il n'y avait que 2 ou 3 enseignants. Il est arrivé où vous avez vos petits frères vont à l'école, ils reviennent à 10 heures pour vous dire l'enseignant n'est pas là. Et ça dure 3 mois. Aujourd'hui, on peut se frotter les mains et dire que ça a diminué sensiblement. C'est pour régler cette urgence-là. Mais à côté de l'urgence, à côté de ces défis qu'il fallait relever, il fallait une politique vraiment bien tracée. Et quand c'est pas bien tracé, ça amène les problèmes dont nous parlons aujourd'hui. On ne sait pas comment reverser ceux-là, parce qu'ils ne peuvent pas demeurer éternellement dans une position alors qu'ils travaillent, ils s'investissent et ils doivent évoluer dans leur carrière, préparer leur avenir, leur retraite. Donc, on n'a pas véritablement pris toutes les... analyser la question dans tous ses contours. Et cela est en train de retomber sur nous. Je pense qu'on peut encore rectifier, j'y arrive, on peut rectifier le tir en s'asseyant pour faire un petit bilan. Comme l'a dit William, on est en train de faire des projections pour 2060. Il faudrait que dedans, que ce ne soit pas seulement mais réglons d'abord, en attendant 2060, réglons d'abord les problèmes qui sont là, qui sont non, si on avait dit ça il y a 10 ans ou 15 ans, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et comme on est en train de voir loin, on dit gouverner, c'est prévoir pour qu'on n'ait pas nos enfants. Puisque en 2060, vous serez déjà à un certain âge. À la retraite. Voilà, à la maison. Vous voudrez bien voir vos enfants dans un système éducatif assez moulé. S'ils vivaient encore. Non, il a une belle forme. Hein. Non, on va laisser tout ça à Dieu. C'est lui qui décide. Oui, c'est vrai, c'est lui qui décide. Il n'y a que les gens de ma tranche d'âge qui ont l'assurance d'être encore là. Il se donne beaucoup d'espoir. Tu ne crois pas que tu as 10 ans. Hein? Lorsqu'on connaît un peu son énergie dans les escapades et tout ça, bon, on peut, si on te contrôle bien, je pense qu'on l'aura encore en 2060. Donc, je pense que il faut aborder tous les contours et réfléchir véritablement pour voir la politique qui est la mieux adaptée à ce système d'Aspirana. Sinon, si on ne le fait pas maintenant, dans 10 ans encore, on sera là à traîner les mêmes problèmes. C'est pas bon pour notre système éducatif. Allez les gars, merci beaucoup d'être passés par ici. On a parlé éducation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que demain, ce sera le dernier numéro de cette saison, en tout cas pour l'équipe qui vous tient compagnie du lundi au jeudi, parce que dès vendredi, justement, l'équipe d'Actu Matin au complet ira en vacances. On va revenir certainement au milieu du mois de janvier, le temps de réaménager, comme à notre habitude d'ailleurs, d'apporter quelques réaménagements au contenu et à la forme de votre émission. En attendant, on vous servira le dernier numéro, ce sera certainement demain. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à demain.